Les mains dans la pop. Ok. Les mains dans la pop. C'est les mains, C'est ma nouvelle obsession. mais dans la pop. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Les mains dans la pop. Moi c'est Audrey, en face de moi il y a... Maodrama. Actu, tendance et décryptage de la pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime et déteste en secret. Vous pouvez lâcher les réseaux, on scrolle pour vous. Cette semaine, on va parler de plein de choses, mais surtout, on va parler de la sortie de l'autobiographie d'une queen de la pop. Est-ce que tu sais de qui je veux Affida Turner. Alors, ça aurait pu être elle. Mais donc, c'est une autobiographie qui sort aujourd'hui, jour où on enregistre ce podcast, c'est-à-dire le 24 octobre. Et je parle de Britney Spears. Oui, Free Britney. Exactement. Toujours le répéter. Vraiment, on va justement parler du mouvement Free Britney. On va reparler un petit peu de toute sa vie. Et bien sûr, on va parler un petit peu de son autobiographie. On va également parler de transphobie, de Gigi Hadid, de plein d'autres choses. Mais avant ça, on va passer aux winners et aux losers de la semaine. Win ou lose, Oui. telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Mao, est-ce que tu veux nous parler d'une queen? Oui, écoutez, ma première winneuse de la semaine, c'est la mannequin Gigi Hadid, qui reçoit mes lauriers. Alors Gigi, j'imagine que vous la connaissez, elle nous semble proche à tous et à toutes. D'ailleurs, tu vois, je l'appelle Gigi, je me permets n'importe quoi, alors que c'est Madame Hadid. C'est la fille de la célèbre mannequin et star de télé-réalité Yolanda Hadid, télé-réalité iconique Desperate Housewives of Beverly Hills. Je sais pas si tu l'as vu, mais si tu veux voir des gens qui n'ont pas de problème et qui se disputent en talons hauts, franchement, c'est un régal. C'est comme Non, un merci. anxiolytique. Mais Moi, ça me sur un tente. écran. Je peux comprendre. Et alors, comme c'est une enfant de la balle, son père s'appelle Mohamed Hadid et c'est un mania de l'immobilier palestinien. Se sentant proche de ses origines, Gigi avait déjà, comme sa sœur Bella, fait entendre sa voix sur les conflits israélo-palestiniens. Elle s'est donc exprimée lors d'un post Insta à la suite des événements du 7 octobre dernier, commentant, donc le post, je traduis de l'anglais, « Il n'y a rien de juif dans la façon dont le gouvernement israélien traite les Palestiniens. Condamner ce gouvernement n'a rien d'antisémite et soutenir les Palestiniens, ce n'est pas soutenir le Hamas. » Je suis relativement, évidemment, d'accord, mais en ce moment, tout est si polarisé que tu as justement cette sensation. J'ai un pote qui s'appelle Richard Sabac Ok. et qui a fait des vannes plutôt sur l'angle impossible pour nous, les humoristes, de parler du conflit. Donc il commence genre le sketch en disant est-ce qu'on peut faire une minute de silence pour tous mes potes humoristes qui ont essayé de parler du conflit israélo-palestinien sur les réseaux. Et il dit ce truc de genre tu t'es en mode genre oh je condamne ce que fait Israël et les gens sont en mode genre antisémite. Et, voilà, et tu dis genre oh je sympathise avec le peuple palestinien et les gens sont en mode genre terroriste. Et figurez-vous que sur Instagram, c'est exactement ce qui s'est passé, mais pas avec des haters, avec l'État d'Israël qui lui a répondu directement oui. avec son compte officiel. Mais oui, c'est pas une dinguerie ça? J'ai vu ça, ouais. Et donc il lui a répondu, tu dormais la semaine dernière ou quoi? Ou tu es juste ok en jetant un regard aveugle sur les bébés juifs massacrés dans leur maison? Ton silence a été clair, tes positions sont claires, we see you, on te voit. Donc c'est vraiment le gouvernement qui a Quelqu'un à la parlé com qui a dit, franchement, ça se fait. Ça se tente. On Voilà, va parler à bon, Gigi Hadid. Ouais, c'est sortir de sa partialité. Je trouve ça en plus minable de réduire ce conflit à un papotage en commentaire Insta. Enfin, je sais pas. Je suis très étonnée de ce truc-là. C'est très étonnant, effectivement. Mais après tout, moi, j'ai bien vu des pubs sur YouTube dans cette même veine-là, juste avant mes petites vidéos YouTube disant quoi du gouvernement du coup israélien. Ah bon? Ouais, des trucs en mode... Rejoins l'armée? non, mais en mode un peu en mode enfantin, et puis tout d'un coup, t'as une petite musique un peu, tu sais, pour enfants, pour endormir des enfants, et puis tout d'un coup, il y a un message qui apparaît en mode ne montrez pas ce message à vos enfants, et puis ça met des messages, en gros, venez soutenir Israël, et c'est bon, maintenant, vous pouvez retourner bercer votre enfant. Et j'étais hyper étonnée que ça apparaisse comme ça sur YouTube, tu vois. Je comprends. Parle de ton loser, Audrey. Alors moi, c'est tout l'inverse d'une queen. Je vais parler de J.K. Rowling, évidemment, puisqu'on va parler de transphobie. Donc, qui d'autre que J.K. Rowling? Elle est devenue influenceuse. Vraiment. Perf, la meuf. Ouais, exactement. J.K. Rowling a déclaré sur Twitter qu'elle préférait purger une peine de prison de 2 ans plutôt que de dire qu'une femme transgenre est une femme. Alors, je reprends un petit peu les faits. Il y a quelques jours, l'autrice a répondu à un tweet sur son compte X, anciennement Twitter. Et en fait, c'était un tweet qui reprenait un message projeté sur le mur d'un service du ministère britannique de la Justice. Et l'image qu'elle a retweetée montrait la phrase
répétez après nous, les femmes trans sont des femmes. Et en fait, J.K. Rowling, elle a répondu non. Point. Voilà. Évidemment, comme c'est l'énième commentaire transphobe de l'autrice et qu'elle veut vraiment pas fermer sa bouche sur le sujet, il y a eu plein de réactions, dont un commentaire qui l'avertissait du fait que ce type de déclaration pourrait lui coûter 2 ans de prison si la loi qui a été proposée par le parti travailliste britannique venait à passer. Et en gros, pour rappel, c'est une loi qui, entre autres, renforcerait les peines qui seraient prévues si on respecte pas les pronoms des personnes trans. Ah, voilà. Incroyable comme loi. Exactement. Bon, on espère qu'elle va passer. Et donc, qu'est-ce que J.K. Rowling a répondu à ça ? Est-ce qu'elle a tremblé dans ses bottes ? Est-ce qu'elle a effacé son tweet ? Non. Elle a affirmé « Je ferai avec plaisir 2 ans de prison si l'alternative est l'obligation d'utiliser dans mon langage des termes faux qui tordent la réalité et l'importance du genre. Amenez-moi devant le juge. Je m'amuserai plus que sur n'importe quel tapis rouge. » Et je trouve ça fou d'être aussi contente. Elle est grave en roue libre. Mais moi, je te dis, ma théorie, c'est qu'elle s'ennuyait un soir. Elle s'est dit, franchement, j'ai pas assez de notifs. Non, mais c'est une haine quand même d'être aussi ravie, d'être violente, menaçante, liberticide envers des millions, des milliers de personnes. Et je trouve ça indécent. Et bien sûr, c'est loin d'être le premier incident transphobe de J.K. Rowling. Hein. Je pense que tout le monde le sait. Elle défend régulièrement des personnes transphobes. Elle partage des articles transphobes. Toute sa vie tourne autour de la transphobie. Elle a même publié un livre sur le sujet en 2022. Vraiment, elle est obsessed. Et moi, j'aimerais bien qu'on lui retire Twitter et les réseaux sociaux. Ou alors qu'on applique ses vœux. En vrai, elle veut aller en prison. Emmenons-la en prison. Voilà. Est-ce que tu vas enchaîner sur un loser aussi ? Oui. Alors, mon loser, vous l'avez peut-être vu passer, c'est ce court documentaire du Times. Enfin, c'est pas le documentaire qui est un loser, c'est l'objet du documentaire. En tout cas, moi, j'étais tombée dessus sur mes réseaux sociaux où l'on découvre que des agences de mannequinat, comme par exemple Select Model, vont faire du scoutisme. Donc, du scoutisme, c'est le fait de se promener dans des espaces publics pour repérer des mannequins potentiels. Ils font du scoutisme en Afrique pour repérer la nouvelle Adut Akesh. Alors, Adut Akesh, c'est une mannequin noire sud-soudanaise qui est la star des catwalks. Et son histoire, elle est très particulière et on considère souvent que ça a participé à son succès. Elle a été repérée dans un camp de réfugiés, le camp de réfugiés de Kahuma. Et elle est amenée en Europe, aux États-Unis. Elle vit un véritable rêve. En 2019, elle est sacrée mannequin de l'année. Et en fait, sa belle histoire, elle et son équipe et l'agence la racontent beaucoup aux médias. Et visiblement, les agences ont voulu reproduire cette histoire, puisque régulièrement, des dénicheurs partent dans des camps. Et certaines, d'ailleurs, vont en effet en Europe défiler plusieurs mois, loin de la misère, avant d'être renvoyées dans leur camp, si ça ne marche pas pour elles, ou si elles n'arrivent pas à convaincre les clients. Wow, c'est une violence. C'est hyper violent, d'autant plus qu'elles rentrent endettées. En tout cas, c'est ce que raconte une mannequin, une jeune Kenyane, qui s'appelle Alchol Malual, j'espère que je prononce bien, qui est revenue dans son camp après 5 mois de défilé européen, endettée de 3 000 €, car ensuite l'agence lui a dit « Non, mais attends, en fait, tu dois rembourser tous les frais qui étaient sur place. » Donc rien pour eux, tout pour les agences, ce qui montre le manque d'éthique et le fait que la volonté de diversité ne reste finalement que superficielle et de façade. Il ne s'agit pas en fait de grands philotropes au grand cœur qui comprendraient les besoins d'inclusion de la société d'aujourd'hui, mais tout simplement de machines capitalistes qui ont besoin à un moment de mannequins noirs et qui du coup vont se servir parce que c'est la mode. Exactement. Et son cas n'est pas isolé, plein de témoignages similaires pleuvent. Et alors, je termine cette anecdote. Une des agences visées s'appelle Isis Model. Et elle a fait un communiqué pour réagir au documentaire qui se conclut par « Mais vous ne vous rendez pas compte, nous sommes plus qu'une agence. Nous considérons nos mannequins comme une famille. » Donc je pense que c'est une famille toxique comme toutes les familles finalement. Exactement. Sacrée famille. Remonte-moi le moral avec a winner. Alors, c'est un winner. À la fin, vous comprendrez que c'est un winner, mais ça part quand même d'un fait plutôt grave. Alors moi, je vais parler des ouvriers sans papier, en fait, qui ont bloqué un chantier de Paris 2024 pour les JO. Et je vais vous parler du coup de l'aspect winner, qui est qu'ils ont obtenu la promesse d'une régularisation de leurs papiers. Alors, je vous fais un peu le topo. Alors, vous savez déjà sûrement, avec l'arrivée des JO à Paris en 2024, il y a plein de travaux partout, plein de chantiers. Du coup, il y a aussi le Grand Paris Express en parallèle qui se fait. Donc vraiment, la ville est bourrée de chantiers. Et en fait, ce
qui a entraîné une énorme sous-traitance au final, parce qu'il fallait de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre-là, elle est composée principalement de travailleurs et travailleuses sans papier, et avec, bien sûr, évidemment, des conditions de travail hyper difficiles. Il y a eu aussi des expulsions de campements un peu partout. Voilà, en gros, on essaie de raser la ville de toutes les inégalités, de la pauvreté visible pour les JO. Mais en même temps, on exploite ces mêmes personnes pour la main-d'œuvre. Donc, c'est vraiment une grosse injustice. Et donc, on a vu un petit peu, à travers plein d'articles, que ces travailleurs sans papier, étaient un petit peu indispensables au final au JO. C'était un peu des éléments clés, des travailleurs essentiels. Et justement, il y a des centaines de travailleurs qui ont bloqué le chantier de l'Arena, porte de la Chapelle à Paris, pour dénoncer leur situation. Et figure-toi qu'après seulement une journée de grève et d'occupation de ce chantier, les 200 travailleurs sans papier, ils ont obtenu la régularisation de leur situation mardi 17 octobre 2023. Ah ouais, genre la préfecture et tout Alors c'est en cours, mais il y a une promesse. Il y a une promesse de régularisation. Alors moi, pour moi, il faut se syndicaliser, se battre, quoi. Ouais, bravo. Mais pour moi, ça dit quand même deux choses. Okay. Ça dit que donc sans les personnes sans papier, le pays serait bien dans la merde pour la plupart des emplois essentiels qui font tourner l'économie. Là, notamment pour les JO, voilà, il y a plein de chantiers qui sont principalement menés par ces personnes-là. Et ça dit une autre chose, c'est que la France tient tellement à ces JO que voilà, des situations qui normalement prennent des mois voire des années ou qui n'arrivent jamais. Donc je parle de la régularisation des papiers. Ça arrive en un jour, ça arrive hyper vite. Donc je me dis, purée, l'argent quand même, ça fait avancer les choses, quoi. Ouais. C'est parce qu'il y a les JO et qu'on a besoin de cette main-d'œuvre et que aussi peut-être que l'occupation a beaucoup fait parler dans le cadre des JO qu'il y a pu avoir cette promesse de régularisation. Et moi, je trouve quand même que c'est plutôt pas mal parce que ça a aussi donné un élan pour d'autres employés sans papier. Par exemple, il y a 650 autres travailleurs sans papier intérimaires qui se sont mis en grève dans plus de 30 lieux en France. Et l'Arena, d'ailleurs, c'est pas le seul chantier qui pose problème. Il y avait aussi eu des entreprises franco-turques qui exploitaient des personnes sans papier. En gros, on leur donnait les travaux les plus pénibles. Ces personnes-là étaient embauchées sans contrat de travail, pas de fiche de paie, pas de congés payés, des heures supplémentaires. Il y avait pas de prise en charge de leurs frais de transport, pas de prise en charge de leur déjeuner. Enfin, c'était catastrophique. Et ces entreprises-là, elles ont fini assignées au prud'homme. Donc, il y a une avancée quand même. Merci les JO, je ne sais pas trop sur plein de points, non, mais toi bon, pour ce webinaire, parce que ça me donne le sourire. Merci cool. Audrey. Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine ? Vous avez des idées ? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ? Elle a osé. Si je vous dis toxique, si je vous dis blonde, popstar interplanétaire, vous me répondez Britney. Et vous aurez raison, c'est notre sujet de la semaine. Elle a sorti il y a 2 jours son autobiographie. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de revenir sur sa bio de façon un peu rapide pour remettre en tête les éléments à chacun et chacune avant de passer au cœur du sujet. Alors Britney commence sa carrière dans une émission de Mickey Mouse Club. Pendant ses 5 premières années de carrière, elle a vendu plus de 60 millions d'albums. Fin 2004, elle épouse le danseur Kevin Federline, avec lequel elle a 2 garçons. C'est une relation qui suit celle avec l'acteur Justin Timberlake, une autre star de l'épopée Mickey Mouse. Un épisode qui a beaucoup marqué sa vie, puisqu'on n'arrêtait pas de les faire yesh. On lui demande « Est-ce que vous êtes vierge ?» Bref. En février 2007, elle entre dans un salon de coiffure et se rase le crâne sous l'objectif des paparazzis qui la traquent. À la sortie, elle frappe les photographes à coups de parapluie. Certains y ont vu de la folie, d'autres une libération par elle-même. Elle est alors en plein divorce, elle souffre de dépression et perd la garde de ses enfants. Elle est hospitalisée de force en janvier 2008, après avoir refusé de laisser sa garde à son ex-mari. Alors pour l'aider, son père James Pierce la met sous tutelle. Elle ne dispose plus donc ni de son argent, ni de son corps. Elle est par exemple forcée à suivre un traitement ou forcée à porter un stérilet, elle qui pourtant souhaitait avoir de nouveau des enfants. Alors naît le phénomène #FreeBritney en 2009. Derrière ce hashtag se cachent des fans qui pensaient que Britney était prisonnière de son père, retenu contre son gré. Et si au départ il n'était pas pris au sérieux, c'est vrai, mais moi je me rappelle que
je regardais des vidéos et c'était en mode genre, ouais, on a dit à Britney de porter un haut jaune. Et si elle le porte, ça veut dire qu'elle va pas bien. Et j'étais en mode genre, attends. C'est un peu tiré par les cheveux. On dirait que c'est des gars qui disent que la Terre est plate, là, qui me parlent. Et en fait, c'était vrai. Ouais. Peu à peu, le mouvement est devenu viral. Les fans de la star l'utilisent pour attirer l'attention de la justice, manifestent avec des pancartes Free Britney. Parce que oui, elle a aidé des millions de gens à travers ses chansons, à travers son art. Et donc, à chaque étape judiciaire du processus d'émancipation de la chanteuse, les fans étaient là pour la soutenir. Elle est donc libérée de sa tutelle en 2021. Pendant ses 13 ans, son père s'est versé un salaire mensuel de 16 000 $ et a récolté en tout 6 millions de dollars grâce au talent de sa fille. Un homme bien ou tout simplement un père, on ne sait pas, ce ne sera pas à moi de trancher. Elle a tranché pour elle-même, en tout cas, en sortant son autobiographie pour donner sa version des faits. Exactement. Et cette autobiographie, du coup, tu l'as dit, elle sort aujourd'hui, jour où on enregistre ce podcast, le 24 octobre. Et ça intervient du coup après sa libération de sa tutelle. Ça fait déjà 2 ans, qui était exercée par son père pendant 13 ans. Et ce livre, cette autobiographie s'appelle The Woman in Me, la femme en moi, et sort aux éditions Simon & Schuster aux États-Unis et J.C. Lattès en France. C'est sorti dans plus de 20 pays, ça a été traduit dans plus de 10 langues, donc vraiment, je pense que ça va faire un gros succès. L'éditeur aurait même payé 15 millions de dollars pour acquérir les droits de ce livre. C'est un livre qui est hyper attendu, on en parle depuis un petit moment. Avant même sa sortie, il y a 2 jours, le livre, figure-toi qu'il était en tête des ventes de précommande sur Amazon, États-Unis et France. Donc c'était déjà sold out, limite, avant même sa sortie. Alors, on n'a pas pu lire l'autobiographie, puisqu'elle est sortie aujourd'hui, enfin le jour où on enregistre, le 24 octobre. Et on a un petit peu fait nos recherches, et il y a plusieurs médias qui ont publié des extraits. L'autobiographie fait donc 324 pages. Elle a été coécrite avec le journaliste Sam Lansky. Alors, il y a des premières impressions qui sont un petit peu sorties sur Internet. Moi, j'ai pu lire, par exemple, dans Le Point, que l'autobiographie est d'une naïveté déconcertante, mais que c'est quand même une confession factuelle, précise, lucide sur les traumatismes de Britney Spears et que c'est d'une tristesse infinie. Le Point rajoute « On tourne les pages de la même manière qu'on ne peut s'empêcher de fixer un train déraillé avec horreur et impuissance. » Oh là là. Ouais, ça paraît assez dramatique. Et ensuite, en fait, on apprend que dans ce livre-là, elle fait plein de révélations. Notamment, elle révèle avoir subi une pression de la part de son ancien mec, du coup, Justin Timberlake, pour avorter. Et dans ce livre, elle écrit « L'une des expériences les plus difficiles de ma vie, ça a été cet avortement. Si la décision avait été la mienne, je ne l'aurais jamais fait. » Oui, et d'ailleurs, il y a beaucoup de fans qui pensent que son clip Every Time parlait de son avortement et au-delà du clip, même les paroles. Ouais. Donc, je viens d'aller les chercher et je vais t'en lire un peu. Ça dit And every time... Je vais pas du tout essayer de chanter. Et chaque fois que je te vois dans mes rêves, je vois ton visage, ça me hante. J'imagine que j'ai besoin de toi, bébé. Et en fait, comme c'est dit I guess I need you, baby, tout le monde pensait que ça parlait d'une rupture amoureuse, alors qu'en fait, c'était une rupture mère-enfant. Et depuis, du coup, la communauté de Britney se prend au jeu de décrypter tous ses anciens tubes au regard de ses écrits. Après leur rupture avec Justin Timberlake, Britney a été harcelée par les médias parce que Justin avait fait une chanson qui s'appelle Cry Me a River, avec un clip sorti en 2002, où il dénonce la tromperie qu'elle lui a fait subir, tromperie qu'elle assume, qu'elle avoue dans son livre avec le danseur Wade Robson. Mais enfin, maintenant, on apprend aussi qu'elle a porté tout le blâme alors que lui aussi la trompait. Et oui, avec une célébrité dont elle ne donne pas le nom. Elle est bien sympa. Et il l'a quittée par texto. Vraiment un mec classe. Ça résonne un peu en moi. Et oui, et dans ce livre, dans cette autobiographie, elle parle aussi de son adolescence hyper sexualisée, de la pression de ses parents, surtout de son père, en réalité, et comme tu viens de le dire, du harcèlement aussi subi par la presse. Oui. Elle parle aussi de sa famille religieuse qui était très exigeante, avec aussi un père alcoolique et colérique. Elle raconte, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, ses débuts à 11 ans au Mickey Mouse Club. Et voilà, elle dit que c'était vraiment une enfant hyper sexualisée. En fait, elle énumère dans ce livre-là toutes les remarques sexualisantes qu'il y a pu y avoir sur son corps d'enfant, et tous les commentaires aussi grossophobes qui l'encourageaient à perdre du poids à l'âge de 11 ans quand même. Elle parle aussi de sa phobie sociale, de sa dépression postpartum, de tous ses séjours dans les centres de désintoxication et justement de son crâne rasé. Pourquoi ? Elle était droguée ?
Alors, apparemment, elle était accro aux médicaments, notamment aux médicaments du coup qu'on lui donnait. Et donc, voilà. Des anxiolytiques pour aller mieux, puis... Probablement. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'était une addiction aux médicaments. Et donc, elle parle de tout ça, et puis elle écrit « J'avais tellement été scrutée en grandissant, j'ai été regardée de haut en bas. Les gens m'ont dit ce qu'ils pensaient de mon corps depuis que j'étais adolescente. Me raser la tête et passer à l'acte était ma façon de les repousser. » Donc là, elle parle de son crâne rasé en 2007. En fait, c'est ouf parce que moi, à l'époque, j'étais petite fille, je pense comme toi, j'avais 12 ou 13 ans. Ouais. Et je me disais vraiment genre, waouh, la folle. Oui, grave. Alors que maintenant, je me dis, waouh, l'icône. Vraiment. D'avoir repris par son corps, en fait. Carrément. Un contrôle. Puis voilà, elle parle de toutes ces choses très difficiles, de sa famille violente qui ne la soutient pas et qui lui prend tout son argent. Elle prend la parole sur son récit, en fait. Elle reprend du pouvoir, et aussi sur l'état de sa santé mentale. Elle en parle. Jusqu'ici, il y avait eu beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs sur son état mental. Là, voilà, elle pose les mots vraiment sur ce qui l'a traversé. Et elle met l'accent sur les inégalités de traitement hommes-femmes aussi dans l'industrie, parce qu'elle dit « Tous ces artistes masculins qui ont perdu leur fortune au jeu, alors tous ceux qui ont souffert d'addiction et de problèmes psychiatriques, personne n'a essayé de les priver de la maîtrise de leur corps et de leur argent. Je ne méritais rien de ce que ma famille m'a fait subir. » Parce que c'est vrai, des gens qui avaient des addictions, des gens qui avaient tous les problèmes qu'elle a pu traverser, des hommes, il y en avait plein. Pour autant, est-ce qu'ils ont été placés sous tutelle ? Je ne crois pas. Non, bien sûr que non. Donc elle met vraiment l'accent sur ça, et puis elle revient aussi sur justement l'hypocrisie de cette tutelle. Elle écrit « D'un côté, j'étais trop malade pour pouvoir me choisir un petit ami, mais de l'autre, j'allais suffisamment bien pour jouer dans un épisode de sitcom, participer à des matinales et chanter devant des milliers de personnes dans un coin différent du monde chaque semaine. » Plutôt surprenant, non ? C'est vrai que c'est hyper hypocrite, quoi. Elle est assez en état pour faire de l'argent, pour donner à sa famille, mais pas en état de pas être sous tutelle, quoi. Ouais. C'est la contradiction, d'ailleurs, je trouve, la plus criante, qui montre à quel point... Je sais pas, c'était un échafaudage de plan de la garder sous cette tutelle. Ouais, carrément. Et donc le magazine Le Point affirme même que son récit a une vraie portée féministe, et je suis plutôt d'accord, puisque en gros le magazine Le Point, donc je cite, dit « En admettant avoir avorté la fille du Sud, née dans le Mississippi, qui a grandi en Louisiane, où l'avortement est interdit, même en cas de viol ou d'inceste, eh bien elle devient la porte-parole des femmes qui reprennent la main sur leur sexe. » C'est ouf, ça me fout toujours les poils de réaliser maintenant que la plus grande démocratie du monde, l'avortement est interdit dans la moitié des États, qu'il y a des lois qui sont en train d'être votées pour genre la peine de mort. Et il est clair que son récit va avoir une portée plus grande qu'elle, et ça c'est ce qui est merveilleux, puisqu'on a toujours essayé de contrôler le corps des femmes, et c'est là où vraiment c'est sincère, en plus que son père l'a forcé à avoir. Mais oui, carrément, c'est un exemple assez criant de plein de choses que d'autres femmes traversent, quoi. Et donc aujourd'hui, voilà, après la fin de cette tutelle, on voit une Britney qui revit, on voit plein de révélations dans cette autobiographie. C'est la fin de la tutelle, et je lis un extrait du livre qui a été publié dans le magazine People. Elle dit: au cours des 15 dernières années, et même au début de ma carrière, je me suis contentée de laisser les gens parler de moi et raconter mon histoire à ma place. Donc là, on voit que dans cette autobiographie, enfin, elle récupère son récit. Et elle rajoute aussi: après m'être libérée de ma tutelle, j'étais enfin libre de raconter mon histoire sans subir de conséquences de la part des personnes en charge de ma vie. Il est enfin temps pour moi d'élever la voix et de m'exprimer, et mes fans méritent de l'entendre directement de ma bouche. Parce que c'est vrai que souvent, elle a jamais vraiment pu s'exprimer elle-même quand elle était sous tutelle. Elle était un peu, vraiment, on l'a silenciée, quoi. Et elle rajoute: plus de conspiration, plus de mensonges, juste moi qui possède mon passé, mon présent et mon futur. Et je trouve ça hyper fort. Et donc on voit justement Britney Spears qui reprend le contrôle notamment de ses réseaux sociaux. Est-ce que c'est la fin des messages cryptés qu'elle mettait sur les réseaux sociaux ? Pas vraiment, ça reste toujours un peu cryptique, mais c'est peut-être finalement sa personnalité. On la voit à l'extérieur, on la voit en vacances, on la voit justement danser dans des vidéos dans lesquelles elle tourne dans son salon. Et malgré les critiques ou les commentaires inquiets au sujet de sa santé mentale, donc Britney serait folle parce que ses danses sont bizarres, Britney, elle semble quand même plus libre, plus heureuse, elle reprend un peu le contrôle de son corps. On la voit notamment, il y avait une vidéo où elle apparaissait nue, où elle était fière de montrer son corps. Nue sans culotte ? Ouais. Debout ? En train de danser ? Ouais. Ok. Je sais pas si tu l'as pas vu. Ouais, c'était flouté, il me semble, mais voilà, elle était nue. Évidemment, il y a eu des commentaires sur ça, surtout sur sa santé mentale. Qu'est-ce qui lui prend ? Elle est folle. C'est marrant parce qu'on peut pas la voir nue si c'est elle qui se met à nu. C'est mais ça. on l'a mise nue.
Exactement, Dans mais des toujours la même clips, chose. Hein. Ouais, c'est assez ouf. La femme, en fait, quand c'est... C'est aux autres de décider Voilà, pour ça. elle quand est-ce qu'elles se montent nues. Exactement. Mais bon, tout le monde en plus donne sa petite opinion sur ces vidéos. Bah, quand les gens font pas un peu de la psychophobie en mode she's so weird, on la slut shame, quoi. Surtout ces contenus de réseaux sociaux. Même des fans commencent à se dire qu'ils sont inquiets, que peut-être il faut remettre en cause le mouvement Free Britney, qu'elle serait dangereuse pour elle-même. Et c'est le paradoxe de son hypersexualisation, c'est que dès qu'elle reprend le contrôle de son corps, elle est humiliée par l'opinion publique. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est ça. En fait, dès que c'est elle qui décide de se montrer, de se mettre en avant, c'est mal, c'est la folie, c'est tout ce que tu veux. Et enfin, ouais, voilà. En tout cas, sache qu'elle s'était remariée en 2022 avec Sam Asghari, tu l'as dit tout à l'heure, mais que maintenant, voilà, liberté retrouvée, elle est en pleine procédure de divorce. Mais non. Si, elle va se séparer. Il me semblait chelou en même temps. Elle m'a une opinion avec 2 photos. Non, mais c'était pas son coach à la base? Je sais pas exactement, je crois qu'il est acteur. Tu sais que sur le mariage, j'ai lu des trucs de ouf que genre c'était pas vrai que ce mariage avait vraiment sais, lieu. Ouais, je vais en parler après, ouais. Mais j'adore cette théorie du complot. Il y a vraiment beaucoup de théories du complot sur tout ça. Et puis, même si elle a sorti une chanson, donc c'était la première, sachez-le, depuis 6 ans, avec Elton John, Hold Me Closer. Je sais pas si tu l'as déjà écouté. Oui. Bah, en fait, elle donne pas vraiment l'impression de vouloir reprendre sa carrière. Elle a envie plutôt de profiter de la vie, quoi. De profiter de sa nouvelle liberté, finalement. Donc, elle est de nouveau libre, elle sort cette autobiographie, tout semble aller bien, mais je trouve quand même qu'elle est toujours moquée, harcelée, scrutée. Et il y a toujours plein de théories du complot qui l'entourent, comme on l'a un petit peu évoqué. Par exemple, ces vidéos de danse qui amusent sur les réseaux sociaux, bah, il y a des personnes qui s'inquiètent. Bon, je pense qu'il y a des personnes qui sont réellement inquiètes, mais il y a aussi... des commentaires un peu désobligeants, quoi. Comme, je sais pas si t'as vu, il y a une vidéo où elle danse avec des couteaux et les gens, du coup, la prennent pour une folle. Mais pour moi, j'ai surtout vu un lien, en fait, un clin d'œil à la performance de Shakira au MTV VMA en 2023, où elle dansait avec des couteaux. Et j'ai l'impression que quoi qu'elle fasse, en fait, on va la traiter de folle, quoi. Enfin, certes, certaines de ces vidéos sont un peu cheloues, l'angle est bizarre, la manière de se filmer est bizarre, mais laissez-la tranquille. De toute façon, je crois que malheureusement, comme c'est une femme, elle aura toujours tort. De toute façon, elle est toujours jugée pour ses relations amoureuses et pour son rôle aussi de mère. Enfin, tout ce qu'elle peut avoir comme facette en tant qu'être humain va être passé au crible. Et notamment son rôle de mère. La presse l'accuse souvent de maltraitance envers ses enfants, notamment pendant sa dépression. Mais pas que la presse, aussi son ex-mari, le rappeur et acteur Kevin Federline, a donné une interview au Daily Mail en 2022 où il a déclaré que ses fils ne voulaient plus rester avec leur mère parce qu'ils avaient honte de ses photos dénudées. Bon, après, c'est la parole de son ex, est-ce qu'on le croit ? Bof. Et en plus de ça, il y a plein d'autres rumeurs qui entourent encore Britney Spears. Selon les rumeurs, malgré du coup sa liberté retrouvée, elle sortirait plus de chez elle. Il y a même plein d'autres théories du complot. Il y a certaines personnes qui soupçonnent le fait que en fait sa tutelle, en fait, elle s'est jamais vraiment terminée, que justement son ex, enfin, c'est pas encore son ex-mari, mais Sam Asghari était là pour la surveiller. Que son mariage, en fait, n'a jamais vraiment eu lieu et que, du coup, les photos du mariage qui circulaient, en fait, elles étaient truquées. Il y avait plein de théories du complot, comme quoi les stars qui étaient présentes, Madonna, tout ça, en fait, elles avaient été photoshopées sur les photos de mariage. Ouais, j'ai vu une sorte de... Je sais plus. Non, mais une histoire de voiture qui arrive devant le lieu de la cérémonie, mais en fait que non, que c'est pas le lieu. Bon, je sais plus, c'était il y a longtemps, je m'étais perdue dans les méandres de TikTok, mais franchement, on m'avait mis le doute, quoi. J'avais posé mon téléphone, j'étais genre, what? Mais vraiment, les vidéos sont tellement bien faites que tu doutes. Et il y avait même des vidéos où, justement, ils avaient fait une compilation des interviews des stars qui étaient présentes au mariage de Britney Spears. Et ils avaient essayé de trouver des contradictions. Par exemple, il y avait souvent la question qui revenait, qu'est-ce que vous avez mangé au mariage? Et il y avait des personnes qui disaient, ah ben on a mangé des petits fours, et d'autres qui disaient, bah non, c'était plutôt ça. Et du coup, enfin... Les gens essaient de tirer des ficelles. Bon, j'ai l'impression aussi que quand tu fais des vidéos sur comme ça complotistes, tu peux tout trouver en fait. Enfin, si tu cherches, tu trouves des choses. Ah oui. J'en sais rien. Moi, je peux te dire. Ouais. Et donc, il y a même des théories du complot qui diraient même qu'elle est carrément même pas vivante, qu'elle serait morte, et que en fait, les clichés d'elle qui sont postés sur les réseaux sociaux, c'est des montages ou même pire, des images générées par des intelligences artificielles. Donc voilà. Encore plein de rumeurs autour de Britney Spears, elle doit être vraiment fatiguée. Mais je me dis, on peut pas non plus trop blâmer les fans qui élaborent ces théories-là, parce que la situation, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans laquelle Britney était quand elle était sous tutelle,
Bah, en fait, elle a été un petit peu révélée grâce à ces théories du complot. Au final, elles se sont avérées vraies, ces théories du complot-là. Oui, c'est vrai, absolument. Donc bon, où est la vérité, on ne sait pas. Oui, c'est pas. Mais en tout cas, le traitement médiatique est toujours hyper critiquable envers Britney Spears. Et puis ça a des séquelles, puisque encore aujourd'hui, elle en est encore traumatisée. Britney a même désinstallé son compte Instagram pour le week-end, parce qu'elle a peur un peu de la réception de son autobiographie. Moi, j'espère qu'il sera bien reçu. Moi, en tout cas, je pense que Britney est bien vivante et qu'elle le sera plus que jamais avec la sortie de ce livre. Et le fait de pouvoir retrouver sa voix, elle qui était chanteuse, jeu de mots, métaphore. Aïe, oula, le feu ça brûle. Ça me fascine. Au bûcher. Ok. Ding dong, c'est la sorcière. N'importe quoi. Aujourd'hui, je ne ni rôtis ni évangélise. Très bizarre comme expression, je t'explique Audrey, je vous Explique-moi explique, tout. chère auditrice. Une autre star a sorti aussi un livre confession récemment. Mardi 17 octobre, Jada Pinkett Smith, l'actrice américaine de 52 ans, sortait son autobiographie Worthy, ce qui veut dire en français, Audrey, je le vaux. Et j'adore Je le vaux l'audace de cette pub L'Oréal alors qu'elle a le crâne rasé. On adore. Et ceci n'est ni une évangélisation ni une rôtisserie parce que déjà, comme une bonne journaliste, eh bien, je n'ai pas lu le livre. Tu sais, le livre, là, la prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis, bah, j'imagine que c'est bien, quoi. Comme le disent tous, ouais, grave. tous les journalistes français. Ensuite, parce que des critiques qui émanent positives comme négatives, ce personnage semble nuancé, ni blanc, ni noir, ni bonne, ni mauvaise, simplement humaine. Alors, je vais vous faire 3 petits trucs, 3 petites incises pour vous expliquer ce qu'elle y dit. Alors, elle y fait sa première déclaration. Le vrai amour de sa vie, c'est Tupac. Vous vous rappelez de Tupac, c'est le rappeur légendaire mort à 25 ans à Los Angeles lors d'une fusillade entre gangs en 1994. Il est devenu un symbole et je suppose, c'est ma théorie, qu'elle l'a tout simplement cristallisé. Elle en a fait un mythe personnel qu'elle a mis sur le piédestal de sa vie. Alors, est-ce que c'est injuste pour Will Smith ? Bah, peut-être, peut-être pas. L'amour est bien la seule discipline dans laquelle il n'y a aucune règle. On aime de différentes formes d'amour tout au long de sa vie. Et elle a décidé de mettre une forme d'amour au-dessus des autres, la forme d'amour passionnée, jeune, à la fin tragique. Bah, tu vois, c'est pour ça que je me dis genre, ni en enfer ni au paradis, quoi, sur Terre, quoi. Alors, elle révèle aussi être séparée de son mari, l'acteur Will Smith, depuis 2016. Chacun vit sa vie, même amoureusement. Elle a déjà eu d'autres relations, mais ils ne divorcent pas parce qu'ils s'aiment encore et ils adorent la famille qu'ils se sont construite. Bah, je vais dire, soit, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Pourquoi je devrais juger ça ? On peut vivre en chambre à part, on peut vivre en relation libre, on peut vivre en exclusivité. Parfois, j'ai l'impression que loin semble l'époque pourtant si proche du film Jules et Jim. Je sais pas si t'as vu ce film. Non, pas du tout. Mais c'est un film pépitas bravas, tu vas adorer. Je vais le regarder. C'est l'histoire d'une meuf qui est amoureuse de 2 meilleures amies. Et les 2 meilleures amies, au lieu d'être vénères, ils acceptent les fluctuations de cœur de cette meuf. Et ils restent potes. Et un coup, il y en a un qui est couché avec l'autre. Puis une semaine après, l'autre. Puis ils partent en vacances tous les 3 ensemble. Parce qu'ils se disent l'amour avant tout. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a un retour de bâton et que le meurtre se sont raidis. Parce que sur Fox News, il y a une éditorialiste qui a dit que Jada, elle était sataniste pour piétiner le mariage ainsi. Sataniste. Bah voilà, la blague est là. Carrément. La vie fait du stand-up toute seule, j'ai pas écrit de Vraiment. vanne. Ensuite, troisième chose, beaucoup de critiques, du coup, disent qu'elle a une emprise sur Will Smith. S'il l'aime encore, du coup, c'est que c'est une sorcière, quoi. Et que cette relation serait toxique pour l'acteur. Lui, il a répondu avec un post Insta où il roupille sur un bateau. Vraiment, c'est juste une vidéo, on le voit dormir. Traduction, no comment. Parler, ça ne m'empêche pas de dormir. Une relation amoureuse peut être complexe après tout. Et je me dis peut-être qu'on crierait moins au loup si c'était Will Smith qui avait perdu une jeune fiancée lorsqu'ils avaient 25 ans et qui juste se permettrait de dire bah ouais, franchement, c'était la meuf de ma vie. Mais voilà. Donc voilà, j'ai envie de te dire, Jada reste sur Terre, je t'envoie ni en enfer, ni au paradis. T'es juste quelqu'un, quoi. Tu humaine. C'est quoi ta reco ? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook, c'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas.
Alors, cette semaine, je vais vous parler de Queering the Map. C'est un projet que je trouve vraiment chouette. En fait, c'est une carte numérique interactive qui permet aux gens de placer une épingle sur un endroit partout dans le monde avec une anecdote anonyme sur la signification que l'endroit peut avoir pour elle ou eux. En fait, la carte, elle a été fondée par l'artiste canadien Lucas Larochelle en 2017 et le but, c'était d'archiver les expériences des personnes LGBTQIA+, en relation, du coup, avec des espaces physiques, quoi. Et aujourd'hui, en fait, cette carte-là, cette carte collaborative, elle recueille vraiment énormément de témoignages dans lesquels les personnes LGBTQIA+, de Palestine et de Gaza peuvent laisser des messages qui montrent, en fait, la réalité du conflit sous un autre angle. Et donc, il y a beaucoup de personnes queer, trans et non-binaires de Palestine qui laissent des notes pleines d'émotions sur la carte en ligne. Donc, il y a des mots sur le deuil de relations qui n'ont jamais pu s'épanouir, de la mort, par exemple, d'amour passé, d'ex, tués ces dernières semaines. Donc, il y a vraiment des témoignages qui sont vraiment déchirants. Je vais vous lire l'exemple d'une note parmi tant d'autres laissées, du coup, en Palestine. Je ne sais pas combien de temps je vivrai, alors je veux que ce soit mon souvenir avant de mourir. Je ne vais pas quitter ma maison. Mon plus grand regret est de ne pas avoir embrassé ce gars-là. Il est mort il y a 2 jours. Nous nous sommes dit à quel point nous nous aimions, mais j'étais trop timide pour l'embrasser la dernière fois. Il est mort sous les bombes. Je pense qu'une grande partie de moi est morte aussi, et bientôt je serai mort. Ah Younus, je t'embrasserai au paradis. Donc, vraiment des messages très forts en fait de personnes donc queer là-bas qui laissent un petit peu des messages qu'on pourra lire de manière posthume. Des messages un petit peu pour laisser une trace finalement. Et il y a beaucoup de commentaires de la part de personnes qui refusent de soutenir la Palestine sous prétexte que les droits LGBT ils sont bafoués. Et moi j'ai envie de dire l'empathie devrait pas être soumise à condition. Personne ne mérite en fait d'être décimé tout simplement. Et puis il y a preuve en est par cette carte-là, il y a bien des personnes queer en Palestine, elles existent, elles laissent des messages sur cette carte. Et puis LGBT ou pas, toutes les victimes méritent de l'empathie, de l'engagement politique. Et j'ai une amie qui est également artiste qui s'appelle Aude Abou Nasser, qui s'appelle Alan My Darling sur Instagram, qui illustre ces messages de Queering the Map depuis quelques temps. Donc vous pouvez aller suivre son travail. En fait, elle fait des illustrations très 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 belles avec de jolies couleurs en lien du coup avec tous ces messages hyper touchants qui sont laissés sur la carte. Et puis vous pouvez aussi aller voir aussi, partout dans le monde ailleurs les messages qui sont laissés par les personnes queer dans le monde entier. Voilà, c'est tout pour moi. C'était ma recommandation de la semaine. Aimez-vous les uns les autres, je ne sais pas quoi dire d'autre. Free Britney again, hein, parce que on sait pas trop, voilà. Oui. Free Britney. Ça fait chialer. Oui, voilà, je suis un peu décontenancée. En plus, c'est bizarre, allez j'avais soutenir. oublié la notion qu'il y avait des histoires d'amour qui étaient en train Bien de mourir sûr. sous les bombes. Je sais Exactement. pas pourquoi, j'étais tellement dans le schéma de la Survie. crise humanitaire que j'avais oublié qu'il y avait l'amour. Bah, ça replace un petit peu les choses, ça remet un peu les pendules à l'heure. Donc n'hésitez pas à aller voir ce projet-là, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à aller acheter l'autobiographie de Britney Spears. N'hésitez pas non plus à nous soutenir, nous. T'as une expo bientôt, c'est quand, c'est où? Ouais, j'ai une expo le 26 octobre au Sample de Bagnolet, donc n'hésitez pas à aller la voir et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à suivre nos actualités. Oui, moi j'ai un spectacle à la Nouvelle Scène tous les samedis à 21h. Il reste des places pour décembre. Si vous souhaitez venir, c'est avec grand plaisir. Voilà, allez acheter vos billets et puis on se retrouve prochainement dans Les Mains dans la Pop. Au revoir tout le monde. Au Bisous. revoir, bisous. Les Mains dans la Pop est une émission de nouvelles écoutes animée par Audrey Coupé de Kermadec, Et Mao Drama. produite par Julien Neuville, enregistrement, montage, mixage par Constant Justin à Caleçon Studio, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice artistique Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon, directrice commerciale Emmanuel Fortunato, chargée de production Mathilde Jonin, assistante de production Lila Bordelais.